Bienvenue à cet épisode des machines. Vous allez sûrement voir cette émission-là en différé, évidemment. On approche de Noël. On a pris un petit break. On est parti faire du surf au Costa Rica. Oui, absolument. Tu es allé faire un petit séjour de surf bien mérité. Maxime, j'ai commencé en force mon voyage de surf. Première journée de surf. Aucun sens. Première journée dans l'eau. Première ou deuxième vague. Je me sors la tête de l'eau, je mange un board dans le visage. Là, je me mets à saigner. Je m'en vais à la clinique, point de suture. Puis là, ils sont vraiment top au niveau de tout ce qui est médical. Comparativement au Québec, on est une république de bananes comparativement aux autres. Là. J'étais là, ils ont dit va-t'en à la clinique à 100 mètres à pied. J'étais nu-pied puis en costume de bain. Ils ont dit couche-toi sur la table, point de suture. Le gars, pour moi, c'était un chirurgien plastique. Il était tellement bien fait que. Puis il dit là, tu peux pas aller dans l'eau pendant 5 jours. Fait que là, David dit, on va retourner à Montréal. Je dis, non, on ne retourne pas à Montréal. Là. Fait que le lendemain, je suis retourné dans l'eau. Puis j'ai continué à surfer pendant 5 jours. Puis au bout de 5 jours, je suis allé me faire enlever mes points de suture. Puis le gars, il a dit, écoute, c'est parfait. Il dit, ça paraîtra même pas. Ça paraît même plus. Ils ont fait une belle job. Ils ont fait un petit facelift. Je pense qu'ils ont été liftés juste un petit peu. Un petit peu plus de ce côté-là, ici. Ouais, fait que ça. Puis, 200 comment ça a coûté 200? 200 pièces. C'est extraordinaire. Ils m'ont rien chargé pour les enlever. J'ai assisté à l'opération. Moi. Là, c'était comme. Pression ou il disait quelque chose, là. C'était comme. Il était très, très. Écoute, quand ils ont mis l'analgésique, j'imagine, l'anesthésie locale dans la plaie, là, c'est que ça a fait mal, cette affaire-là. C'était épouvantable. Je me torquais sur la table, hein? Tu m'as vu, hein? Oui. Je suis en train de prendre des grandes respirations aussi. Arrêtez de bouger, monsieur. All right. Quoi d'autre? Ben, qu'est-ce qui se passe dans notre actualité immobilière cette semaine? Moi, ce qui a retenu mon attention, Maxime, dans les dernières semaines, c'est les mâles alpha. Oui. Ça a été... Est-ce qu'on parle des mâles alpha et l'immobilier ou des mâles alpha? Ben, c'est parce que les mâles alpha, puis ça va... Dans les faits, ce qui arrive, c'est que les mâles alpha... Ben, on va parler des mâles alpha, puis on va parler immobilier en pendant de ça. Mais écoute, j'ai écouté ces discours-là, moi. Ça m'a un peu fasciné, cette affaire-là. Je ne sais pas si tu as écouté le reportage. Mm-hmm. Puis... en passant, il n'était pas super bon, le reportage. Non. C'est-tu moi? Moi, j'ai trouvé ça correct, mais tu sais, ça va ordinaire. Ouais. Je pense qu'ils ont donné du temps d'antenne pour rien du monde. Là, pour moi, c'est ça mon point de vue. Là. Tu sais, je ne suis pas pour ou contre. Je trouve juste que moi, la question que je me pose, c'est quand ma fille va être... ma fille, elle commence à être dans l'adolescence. J'ai-tu envie qu'elle date un mâle alpha? Ben, moi, je te dirais une affaire. Tu sais, moi, je suis entré dans le vivre et laisser vivre. Là. Tu as le droit de vivre la vie que tu veux. Dans le fond, si ces gars-là, c'est ce qui les fait vibrer, puis de vivre leur vie comme ça, tant mieux pour eux autres. Tu sais, moi, je suis qui pour juger ce monde-là? Ouais, moi, j'ai juste trouvé... Moi, je regarde le monde qui parle d'eux autres comme si c'était... écoute, on retournait 20 ans en arrière. Hey, c'est pas... Il y a toutes sortes de gars dans la vie comme il y a toutes sortes de femmes dans la vie. Oui, mais moi, le problème que j'ai avec ça, pareil, c'est que on s'entend, Maxime, le mâle alpha, là, c'est comme ça pour moi, c'est un concept qui est crissement pas rapport, là, en passant, là, parce que dans le fond, je pense que on s'est plaint pendant... Je pense que le monde se plaint que le Québec, c'est une société matriarcale. Que la femme, c'est la reine de la maison et tout ça. Puis, à tort à raison, mais les femmes au Québec, ils ont élevé les enfants, puis encore aujourd'hui, je trouve qu'ils jouent un rôle prépondérant souvent. Le mâle alpha, si tu veux être un mâle alpha, ben faut que tu t'occupes de tout, là. Faut que tu t'occupes de ce qu'un homme doit s'occuper d'habitude. Puis je pense pas qu'on va changer ça bout pour bout. Les hommes, normalement, ils vont être encore aujourd'hui un peu plus pourvoyeurs des fois. Ils vont être des fois un peu plus de leadership dans certains couples et tout ça. Mais je comprends pas le nouveau concept, moi, là. Je le comprends pas. Ouais, mais je pense, en tout cas, on parlait des rôles traditionnels avant. Ouais. Puis là, ben, on appelle ça, mais je pense que c'est plus que le mâle alpha est une caricature un peu des modèles traditionnels. Puis d'ailleurs, Guillaume Duluth a fait une super analyse, as-tu écouté? Non. Très bonne analyse de ça qui expliquait que c'était comme une caricature un peu de ce que c'est l'homme
qui est l'homme de la maison, qui s'occupe de, d'être le leader de la famille. Mais tu sais, dans le quotidien, c'est pas vraiment le même que ça marche. Connais-tu du monde, autres, qui sont des mâles alpha, toi? Moi, j'en connais pas vraiment. Ben non, c'est ça. Fait que peut-être qu'il... Ben, le mâle alpha, j'en connais un. Elle m'a donné un exemple, là, mon mâle alpha, que c'est Marcel, il a 70 ans, il s'est occupé de sa famille toute sa vie, il a élevé ses filles, il a bonne valeur, il est à la bonne place, il a travaillé. Mais c'est pas le mâle alpha que tu verrais à la TV, là. Ben non, mais c'est ça, je te dis. C'est pour moi, c'était le mâle. Probablement que la majorité des pères de notre génération, c'était des mâles alpha. Mais là, Chris, on est obligé de remettre ça sur la table. Ouais, ben là où j'en suis, par contre, avec les gars, c'est que tu vois, c'est du monde qui le seul problème que j'ai, parce que j'ai pas de problème avec leur discours, ça leur appartient, puis encore une fois, je suis qui pour juger, mais c'est du monde qui font miroiter beaucoup de succès. Hein? Absolument. L'immobilier, j'ai de l'immobilier, j'ai ici, j'ai ça. Puis d'ailleurs, des gars sur TikTok qui sont en immobilier en Floride, puis ils racontaient un peu leur scheme, là, comment ça marchait pour faire vivre de l'argent avec l'immobilier. Je pense que l'immobilier, nous autres, on était là-dedans dans le long game. On a toujours investi très, très prudemment, patiemment. On a vraiment... on s'occupait de notre immobilier comme un jardin un peu. Là. Ça a été ça un peu. Là, le monde, c'est comme, on fait de l'argent vite, on achète des immeubles, puis let's go. Fait que ça, puis c'est ce qui parlait un petit peu. Il y avait l'air de laisser survoler cet élément-là qui faisait de l'immobilier. Puis je pense pas que c'est totalement la réalité de ce que j'en comprends, là. Fait que c'est juste ce bout-là que c'était comme un peu bizarre, là. En tout cas, tout était bizarre un peu, mais je veux dire, je suis nul par rapport à ça. J'écoute ça, puis c'est plutôt comme j'étais dans un zoo, puis je regardais une cage, il y a un animal à l'autre bord, puis OK, c'est intéressant, mais c'est pas plus que ça, là. J'ai pas envie de devenir un singe parce que je vois des singes dans un zoo, là. Oh, ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, puis... mais je me suis questionné, je me disais, je voudrais que ma fille soit... En tout cas, c'est tout le temps Mais ceci étant dit, quelques jours après, il y a un reportage de TVA qui est sorti, ils ont mis en gros Desjardins... Ah, là, tu as parlé de TVA, David. Pourquoi tu ne cites pas des sources crédibles une fois de temps en temps? Justement, c'était encore plus drôle dans ce temps-là. Fait que TVA a écrit je pense que c'est un titre de nouvelle qui dit « Desjardins veut saisir la maison de Julien Bournival ». Là, je me dis, Desjardins, ils ne décideront pas de grand-chose, by the way. Là. Puis c'est comme si TVA mettait Desjardins comme sauveur du peuple. Fait que, puis c'est là que ça me fascine. C'est tout le temps les titres qui ont quasiment pas rapport dans les médias. Puis là, ils vont mettre ça pour que le monde regarde la nouvelle, mais que ça n'a aucun lien. Fait que finalement, je pense quelques jours après, il y a un autre journal qui dit finalement, Desjardins ne saisiront pas la maison de Julien Bournival. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme... On fait de la nouvelle avec fuck all, là, au Québec, là, actuellement, dans les médias traditionnels de masse, là, c'est comme... c'est n'importe quoi. Ben, c'est pour ça que les jeunes ne vont plus dans les... On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Il n'y a personne qui va des médias traditionnels. C'est de la merde, là, ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien de vérifié. Il n'y a rien de checké. Fait que là, ils apprennent une nouvelle, puis ils vont comme se rétracter en mettant une nouvelle qui dit que finalement, Desjardins ne vont pas saisir, mais ils disent pas on s'est trompé, on est allé trop vite. Ils vont juste comme twister ça autrement pour dire écoute, on met ça en dessous de la table puis on oublie ça. Mais bref, écoute, on ne partira pas là-dessus, c'est un long discours. Moi, je vais te parler d'autres choses. Parce que des fois, c'est le fun de parler de différentes affaires, puis l'immobilier est tout le temps entrecroisé dans ce qu'on fait tous les jours. Mais tu sais que j'ai fait un de mes meilleurs investissements à vie, et ce n'est pas de l'immobilier. Est-ce que tu le savais? J'ai réfléchi. Je vais te donner un indice, Toronto. Ah ouais. Je vais te donner un autre indice, Shake It Off. Ouais. Tes billets de Taylor Swift. Billets de Taylor Swift. Ah ouais, hein? Ouais. Écoutez bien la shot. J'ai réussi à avoir des billets pour Taylor Swift. Puis là, je vous raconte... T'as-tu échangé ton petit bracelet comme Justin? Écoute, je n'ai-tu échangé? C'est une bonne question. Ma fille n'a tellement échangé. Le premier bracelet qu'elle a échangé, c'était avec un policier là-bas. Ah ouais, hein? Ouais, c'était vraiment cute, là. Mais c'était là, je vous raconte l'histoire, ma blonde va rire, parce que ma blonde m'a écœuré longtemps pour avoir la fameuse carte noire de la RBC. Ouais, c'est ça, hein? Celle qui est pesante, là. Ouais. Là, Stéphanie, elle voulait absolument ça, cette foutue carte-là. Ça faisait des années qu'elle m'en parlait, fait que j'étais en gestion privée chez RBC. Ils disent, bon, je peux-tu avoir la fameuse carte? Ouais, puis M. Tardif, fait que ils font une enquête, là, généralement, là, qui dure... c'est pour ça qu'ils font une enquête, parce que cette carte-là, tu peux la prendre pour passer dans les lignes à l'aéroport. Ah oui? Ben oui. Fait que... Mais un des avantages de cette carte-là, c'était de pouvoir avoir... d'être dans le genre de tirage de clients privilégiés, la waiting list, show de Taylor Swift.
C'est comme ça que j'ai eu mes billets. Ah ouais, OK, je savais pas. Ben oui. Je pensais que tu avais fait le line-up toute la nuit. Ben pour non, avoir des t'es billets. malade. Comme dans le temps. T'es malade. T'es malade. Fait que Stéphanie dit, hey, on a été pigé. Fait que OK, parfait. Combien on a le droit de billets? 4 billets. Parfait, prends-en 4 par terre. Dans le parterre. Puis c'était le package spécial Karma is my boyfriend. Fait que je prends 4 billets par terre. Je pense que c'est 12e rangée. Puis c'est 1200 pièces ce billet. Ma blonde a dit, t'es malade. Je dis, non, non, non. Ça, c'est il y a 1 an et demi. Ça, on ne sait jamais comment est-ce qu'un artiste va virer, mais j'ai dit, ça, c'est un bon placement, je pense. Fait que je les ai achetés, puis je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec. Puis, mais ma plus jeune qui n'a jamais vu un show, elle voulait aller voir Taylor Swift. C'est une grande fan. Elle n'a jamais vu de show. Elle ne demande jamais rien dans la vie. Fait que j'ai dit, écoute, Stéphanie, tu vas y aller avec Lucas. Les 2 autres, on va les vendre. Puis, il y a un site qui fonctionne assez bien qui est StubHub. Tu connais ça? Je connais pas ça. Site de revente. Tu prends une cote d'intermédiaire, comme un courtier immobilier de billets. Puis, fait que je les ai mis là-dessus. Puis là, je regarde les prix. Ça varie entre 6 et 10 000 le billet en revente. Là, je suis comme tabarouette. C'est quelque chose, là, tu sais. Fait que sans savoir trop si on allait les vendre, fait qu'on s'est affiché là-dessus. Et on les a vendus. Vous avez affiché à combien? On a commencé plus cher. On a commencé là, genre à 8 000. Puis là, tu sais, ça niaisait un peu. Puis, fait que je disais à Stéphanie, mets ça pour vendre ça. Fait que finalement, 5 500 chaque. On a vendu ça comme ça. Là, ce qui est mal à l'aisant, c'est que tu es assis à côté des personnes avec qui tu sais, quatre billets ensemble. Fait que les personnes à côté de toi, c'est eux autres qui ont payé le gros prix pour l'étiquette. Fait que c'est un Américain, une Américaine qui achète ça pour elle et sa fille. 5 500 pièces la copie. Je disais à Stéphanie, présente-toi pas, c'est pas nécessaire. Pas obligé de dire que c'est toi qui as vendu. Là, c'est quand même un peu cher comme billet. Mais elle était bien contente, puis elle a dit à Stéphanie, it's gonna be worth it. C'est ça. Elle s'est virée vers elle a dit, it's gonna be worth it. Fait que, tu sais, elle était bien contente. Puis elle a dansé toute la soirée, la madame. Elle est venue spécialement du Texas pour ça. Mais je vais vous dire ce qui m'a marqué et ce qu'on doit apprendre de Taylor Swift. Cette fille-là, j'ai une grande admiration pour cette fille-là. Là, parce que elle s'est adaptée dans la vie. Tu sais, c'est une fille qui est partie à faire du country, faire du pop. Elle a fait du folk. Tu sais, là-dessus, elle est vraiment, vraiment remarquable. Puis elle écrit bien. Elle écrit des bonnes chansons, tu sais. Écoute, cette fille-là, on s'entend qu'elle est occupée dans la ville. Il y a un chronomètre là, qui dit quand est-ce qu'elle embarque sur le stage. Puis c'est à la seconde près. Quand ça clique, elle embarque sur le stage. Il y a une de mes filles que tu sais qui était voir Nicki Minaj. Oui. Ouais. Elle était arrivée 2 heures en retard, slopée, c'est tout croche. Fait que moi, je trouve que c'est un très, très bon exemple, cette jeune fille-là. Ben, cette jeune fille-là, cette femme-là, Taylor Swift, pour un paquet de jeunes filles maintenant. Puis c'était beau à voir. T'es arrivé là-bas, là, c'était comme toutes des jeunes filles qui étaient toutes habillées pour aller voir Taylor Swift. L'ambiance qu'il y avait là-dessus, c'était vraiment extraordinaire. C'est la première fois que j'allais dans un spectacle. Tu sais, les scalpers, d'habitude, ils vendent 2 billets, 4 billets. C'était juste du monde qui cherchait des billets. Ah ouais. Pas un scalper là. C'est du monde désespéré de l'avoir. Elle fait 6 shows. Wow. Sold out. Qui cherchait des billets. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Fait organisé au quart de tour. Fait que tu as une éthique de travail. Puis je marchais à Toronto. Puis Toronto était Taylor Swift, ce week-end-là. Ah ouais. Partout. Musique de Taylor Swift partout. Les annonces de Taylor Swift partout. Des drinks de Taylor Swift partout. Toutes les compagnies. Même les annonces sur le bord de l'autoroute, c'est genre Pinkberry annonçait c'est crème, on aime Taylor Swift. C'était genre des affaires comme ça. C'était vraiment. Puis les compagnies payaient pour les publicités. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment cool, cette affaire-là. Fait que c'était une expérience en soi de ce week-end-là. Fait que ils sont sortis de là, ils ont trippé. Puis on est allé, toute la famille, chez une compagnie. C'est un de mes clients en immobilier que je suis arrivé chez eux une fois, puis je vois ça dans une cloche de verre. Je dis, hey, c'est toi. C'est une figurine de lui et son chum. Je suis comme, tabarouette, c'est donc bien hot, cette affaire-là. Puis c'est une compagnie de Toronto qui fait ça. Ah ouais. Qui s'appelle, comment ça s'appelle là? J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, ça va venir tantôt dans l'émission. Tu rentres dans une machine 3D où ils vont te scanner, puis ils font des figurines de toi. Grandeur, 10 pouces. Fait que les autres, ils l'ont, ils la peinture toute, puis ils chipent ça sur vous. Tu sais. Ouais.
C'est vraiment... Fait qu'on a fait Comment ils chargent la copie? C'est cher. Ouais. Ça nous a coûté 1000$ pour les quatre figurines. Mais tu sais, je veux dire, comme je dis aux enfants, tu sais, ils regardent ça toute votre vie. Là. Demander, ça va se promener dans la famille, puis ils vont dire, attends, c'est papa qui est là, puis je suis même peut-être plus là, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment cool comme affaire. Ça vaut la peine d'être fait. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ça à Montréal, mais c'était comme, ça roule, cette affaire-là. Ça roule? Ouais. Ah ouais. Ouais. Fait que c'était vraiment cool. Fait que, écoute, c'était un très bon investissement parce qu'on a payé notre week-end avec ça et plus. Bon, il y a tout le temps une question, tout le monde disait, je voyais une nouvelle qui disait, ouais, ben c'est pas vraiment... Puis c'est vrai, quelque part, c'est pas vraiment normal que les billets se vendent aussi cher que ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter ces billets-là à ce prix-là. Ben non. Mais ça a l'air que c'est l'offre et la demande, puis c'est comme l'immobilier un peu, hein? C'est le même, ça se passe. Fait que, à part l'immobilier, deuxième meilleur investissement que j'ai fait, ça a été mes billets de show de Taylor Swift. Puis avoir su, je l'aurais acheté pour Vancouver, parce qu'ils se vendaient, il y en a qui ont payé des billets 15$ qui ont vendu 2000$. À Vancouver. Puis c'était la fin de sa tournée canadienne. Fait que Toronto, Vancouver, puis après... en fait, mondial. Toronto, Vancouver, puis c'était fini après. Fait que c'était ça. Ben, c'était un bon show, c'était le fun. Ouais. Ben, j'ai pas vu, mais je pense que c'était... Ah, c'est vrai, t'es pas allé, toi? Non. Okay. Moi, j'étais avec Charles, on a fait plein d'autres affaires. Puis c'était bien cool. Là, petit retour sur... On va parler de ça aujourd'hui un peu, cette tente-là, de l'indivision. Attends-tu qu'on en parle? Ouais. Écoute, je suis étonné du nombre de personnes puis de courtiers qui ne connaissent pas l'indivision, parce que j'en parle là, parce que c'est à propos. J'ai encore fait un projet d'indivision. Puis j'ai une courtière qui m'amène une offre d'achat. Puis c'était une offre d'achat complexe, là, un paquet de conditions là-dedans, dont elle me demandait de lui fournir les documents de la ville qui autorisait la conversion. Ça, c'était dans son offre d'achat. Fait que j'ai dû expliquer, comme je fais souvent, comment ça marche l'indivision à cette courtière-là, de A à Z à peu près. Fait que c'est quand même étonnant que les courtiers travaillent sur des dossiers qu'ils ne connaissent pas vraiment. Puis là, il faut que tu fasses beaucoup d'éducation avec eux sur OK, voici comment ça marche l'indivision, voici les grandes lignes. Fait que pour les gens qui nous ont... Puis d'ailleurs, on a fait un clip là-dessus, sur l'indivision. Ça a beaucoup roulé quand même. Le monde nous posait des questions par rapport à ça. Puis c'est drôle, Barbara Haynes, que je salue, qui m'a écrit, elle dit, Maxime, mais, hey, c'est super le fun ce que vous faites là. Merci de donner la chance au monde de diviser, de rendre la propriété indivise pour faire plus d'argent sur leur maison. C'est un peu... Historiquement, on le sait que l'indivise, quand c'est apparu au Québec, au départ, c'était pour permettre aux gens de rester dans leur maison puis pouvoir, tu sais, mettons, les gens... Tu te souviens, Via Capital, l'annonce qu'ils faisaient initialement sur le plateau? C'est une personne âgée qui disait « Je veux rester chez nous. » Exact. Puis avoir accès à une liquidité. Puis le concept est super. Tu sais, mettons, tu arrives à un âge, à un moment donné, où tu es propriétaire d'un plex, d'un duplex et un triplex, puis tu dis, hey, sais-tu quoi, je suis allé d'entretenir ça, j'aimerais ça partager la tâche, j'aimerais ça sortir de l'argent de là, mais je veux rester chez nous. C'est la plus belle solution. Puis, mais ce bout-là, c'est quasiment oublié. Oui, absolument. Parce que l'individu s'est transformé en méthode d'investissement parce que c'était bien plus facile que le divise. C'est comme le loophole. C'est devenu la façon détournée de faire du condo à Montréal. Ben oui, c'est le loophole dans la loi, c'était qu'on fait de l'indivise. Mais la vraie utilité de ça, c'est de permettre avec des gens, que tu sois une personne âgée ou peut-être un couple ou que tu as un immeuble, puis là, ben, peut-être financièrement, ça devient plus serré, puis tu as une décision à prendre. Ben, crime, reste chez vous, puis vends ton étage. Puis, j'ai eu plein de cas où, c'est arrivé que j'ai eu un cas, je me souviens très bien, c'est que un frère et une sœur, elle demeure en haut, lui demeure en bas. Elle veut pas vendre, puis lui veut vendre. Ben, parfait, toi vends, puis laisse ta sœur là, puis ça va finir en indivise. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de monde. Genre qui ont un besoin, là, tu sais, comme ça, qui ne se retournent pas vers ça. Ils vont, oh non, on vend l'immeuble au complet. Mais ce que ça nous donne l'opportunité, par contre, comme du monde, présentement, je fais un de mes clients, M. Moutonnet, je vends son immeuble, puis quand il m'a rencontré, je sais pas si j'ai raconté cette histoire-là, tu me diras, des fois, là, ma mémoire fait défaut, là. Et je veux 1.5, je dis, 1.5, j'y arriverai pas, mais si vous videz votre immeuble de la bonne manière, on va sûrement y arriver. Puis il a réussi à offrir un parti dans l'armée, fait qu'il s'en allait anyways. Les étudiants étaient bien contents de prendre un cash for keys. Puis rez-de-chaussée, ben, il était là, puis il occupait le logement comme un peu de manière illégale. C'était genre du commercial déguisé. Fait qu'ils ont dit, nous autres, on s'en va de toute manière. Fait qu'il a vidé ça. Mais tu sais, ce que j'aurais vendu difficilement 1.4, je le vends à 1.8, mais lui, c'est de l'argent pour sa retraite, ce monsieur-là. Fait que c'est 400 000 de plus. Bon, après impôt, on s'entend qu'il y en a un petit peu moins, là, mais c'est quand même 400 000 de plus de vente. Oui.
Fait que ça, je pense que c'est un très, très bon modèle. C'est pas pour tous les immeubles, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment que tu aies un immeuble comme le sien, était vraiment immeuble, cachet, impeccable, super beau. Fait que je savais que j'allais vendre ça rapidement, facilement, mais il faut que tu aies un immeuble en assez bon état. C'est une poubelle, là, c'est pas vraiment la bonne stratégie. Puis je vois de plus en plus, on était vraiment des pionniers là-dedans, parce que je vois de plus en plus de courtiers qui offrent, là, comme la formule, de former du monde à faire de l'indivision, puis en faire avec eux autres. Puis qui n'ont pas fait eux autres mêmes. Puis je vois que c'est comme un peu, j'en vois apparaître, c'est comme un peu carré comme méthode. Mais je pense qu'on connaît bien ça, puis on fait bien ça dans les divisions. Puis c'est pour ça que quand je vois les courtiers amener des offres, puis ils te le disent pas. Tu sais, moi, je préfère un courtier qui me dit « Hey, Maxime, c'est la première fois que je vends un individu, je ne connais pas ça. Tu peux-tu m'expliquer comment ça marche? Je vais t'expliquer, je vais me faire plaisir. » Tu sais. Mais tu m'arrives avec des conditions qui font une tête, je suis comme un peu spécial. Puis c'est drôle, dans ce dossier-là, j'ai reçu 3 offres d'achat. OK? Un acheteur non représenté. OK? Que on ne connaît pas ni d'Adam ni de Ève, puis il appelle directement Lisa de mon équipe, fait une offre d'achat. Ce client-là est un peu difficile à vendre parce qu'on ne le connaît pas. Ouais. Fait que c'est comme, voici l'offre qu'on a, mais je ne connais pas le client. La deuxième offre, encore des clients directs, puis mettre une condition. Écoute-la bien, celle-là, je n'avais jamais vu ça. Ils veulent avoir dans la convention, puis c'est un immeuble de 1900 %. Là. La condition, ils veulent pouvoir faire un garage dans le sous-sol. C'est un immeuble sur coin de rue, trottoir de chaque côté, 1900. Puis ils veulent pouvoir faire un garage dans le sous-sol. Là, je suis comme, écoute, je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent ou peuvent faire un garage. Tu ne peux même pas rentrer nulle part. Fait qu'on va juste oublier ça. Puis la troisième offre, c'était une courtière collaboratrice qui me met la condition d'avoir l'autorisation, d'avoir les documents d'autorisation de la ville. Fait que là, je comprends qu'elle ne connaît pas ça. J'ai dit, écoute, la ville n'a rien à voir là-dedans. Institution financière, ses principaux intéressés. Après, c'est les locataires. Tu es locataire en place, oui, non. C'est que c'est là qu'on... Fait que là, tu sais, je voyais qu'elle comprenait, je pense que je lui expliquais. Fait que c'est cette offre-là qu'on a acceptée finalement, puis on est en inspection aujourd'hui là-dessus. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, puis c'est un créneau qui a été bien exploité, je pense, pour les investisseurs. Ils ont vu des opportunités, mais le commun du mortel connaît encore mal ça, je pense. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les gens disent « Ah ouais, de l'indivise, ouais, je me suis fait dire que c'était pas bon. » Ou « de l'indivise, ouais, c'est compliqué. » Mais dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'avantages et de bénéfices. Entre autres parce que il y a du bon puis il y a du moins bon dans tout ce qui est réglementation de la copropriété qui a complexifié beaucoup les choses dans les dernières années pour un acheteur. C'est bon, là, il y a plein de procès-verbaux, des états financiers. Il y a souvent des instances externes qui gèrent ça. C'est difficile d'avoir l'information. L'indivise, souvent, des trois propriétaires, 4 copropriétaires ensemble, l'information est disponible facilement. Tu partages un compte de taxes, tu partages une assurance ensemble. Tu sais, j'avais des clients que j'ai vendus une indivise récemment, puis les copropriétaires ils disent « nous autres, on se fait une corvée une fois par année, on nettoie tout l'immeuble. » Je trouve que c'est beaucoup plus simple que la copropriété divise. Écoute, j'ai un dossier de copropriété divise présentement. Puis je tombe là-dedans, il n'y a rien d'organisé. OK, c'est le free-for-all là-dedans. Ils n'ont fait rien pour se conformer à la nouvelle loi. Puis là, on a une offre d'achat avec une inspection qui va pas si mal que ça, mais considérant qu'il y a des travaux à faire, les achats sont comme, des travaux à faire, mais on ne sait même pas si les autres personnes ont de l'argent. C'est tellement pas organisé que je suis pas sûr qu'on va embarquer là-dedans, on débarque. Fait que là, j'explique à ma cliente, regarde, tu vas prendre le rapport d'inspection, tu vas amener ça à tes copropriétaires, tu vas dire, regarde, voici la brique qu'il y a à adresser, voici ce qu'il y a à faire. On fait faire des soumissions, vous allez commencer à vous organiser un peu. Tu sais, genre, commencer à faire des procès-verbaux, commencer, si vous... Au moins montrer qu'il y a un désir de vouloir avancer pour rassurer du monde. J'ai dit, sais-tu quoi, je vais même être présent à la réunion de copropriété avec toi et avec vous autres pour expliquer qu'est-ce qu'on a à faire, fonds d'auto-assurance, plan de gestion de l'actif, pour que le monde embarque un peu, puis que même eux autres, quand ils vont vouloir vendre, c'est pour leur bénéfice. Là. Ouais. Présente là, un mardi soir en Zoom à 18h. Ils sont là les 3. Les 3 veulent rien savoir. C'est encore lisse, là. Je leur dis, écoutez, il faudrait peut-être que vos frais de condo à 90$, ça vous tente de dédoubler au moins, juste pour faire... Parce que là, vous dites que vous avez 5000$, mais c'est même pas suffisant pour votre fonds d'auto-assurance. Fait que, tu sais, il faudrait peut-être que vous commenciez à regarder ça un peu. Ça vous tente de faire venir un maçon?
Puis là, il me regarde, puis honnêtement, il était tout dosé toute la gang, je pense. Ça. Fait que c'était comme, ouais, OK. Fait que là, 3 semaines plus tard, j'ai toujours le condo à vendre, puis j'ai dit, écoute, avez-vous pris de décision? Faites quelque chose? Non, on n'a rien fait encore. Fait que là, tu n'aides pas ta vente pantoute, premièrement, puis deuxièmement, j'aimerais autant avoir une copropriété indivise pas organisée. C'est ça. Tant qu'avoir une copropriété divise tout croche. Parce qu'on le voit, Desjardins, je pense que c'est Desjardins qui ont annoncé qu'ils ne finançaient même plus des copropriétés divises s'ils n'ont pas de fonds de prévoyance. Ah, ben c'est ça. Fait que là, il va dans une méchante gang. Moi, j'ai toujours dit, moi, le chien de garde de la nouvelle loi va être les compagnies d'assurance. Ah, ben ouais. Parce qu'ils vont dire, écoute, toi, êtes-vous une mise à jour, vous faites vos affaires, êtes-vous correct, puis sinon, ben, on va assurer quelqu'un d'autre. Fait que les gens se pensent qu'ils vivent un peu dans le déni par rapport à ça. C'est sûr que c'est lourd comme gestion pour une petite copropriété, on s'entend. Ah ouais. C'est épouvantable. C'est ça que je trouve, c'est pour une petite copropriété de 4, prends 4 divises, 4 indivises, je m'ai acheté 4 indivises en premier. De toute façon, la loi aurait dû être faite différemment un peu. Tu sais, je veux dire, pour les immeubles de tant d'unités, puis là, c'est comme free for all là-dedans. Il faut quasiment que tu fasses une maîtrise en copropriété pour gérer une petite copropriété. Là. Fait que ça, c'est particulier. Pour venir au point de la... Écoute, l'autre fois, ça m'a fasciné. Je suis allé visiter avec des clients un triplex. Évidemment, c'est annoncé en indivise, tu sais. Fait que le courtier est là, qui fait visiter. C'est une visite libre. Puis il y a une visiteuse qui est là, puis elle dit, c'est une copropriété divise ou indivise ici? Le courtier dit, vous allez pouvoir décider ça, madame, il n'y a pas de problème. Là, mais c'est une blague? Ben écoute, là, j'ai-tu bien entendu, là? Fait que, elle dit, on va pouvoir décider. Il dit, oui, vous pourrez décider ça. Vous marquez dans l'offre d'achat ce que vous voulez. Je suis comme, écoute, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici, là. Tu peux pas décider du jour au lendemain si c'est un divise ou un indivise, là. Tu sais, c'est... Le divise, il y a des mois, il y a de l'argent à investir, il y a des réglementations. Là, je suis comme, je peux pas croire que j'entends ça actuellement sur une visite, qu'un courtier dit on décidera. C'est un divise ou un indivise, là, ça finit là. Mais c'était assez fascinant. Tantôt, tu disais, il y a du monde qui ne connaissent pas ça. Non seulement ça, il y a du monde qui inscrivent des propriétés puis qui ne savent même pas ce qu'ils inscrivent là, actuellement, malheureusement. Ouais. Fait que ça, imagine, toi, comment tu te retrouves dans une situation problématique dans ce temps-là. J'espère pour lui qu'il va démêler ça avant une offre d'achat, mais en tout cas. Fait que, puis tu parlais tantôt du cash for keys. Et puis c'est un mot-là, une connotation comme donne-moi tes clés, je te donne du cash, tu sais. Hey, mais écoute, sais-tu quoi? Je te dis ça, mais j'ai des clients bien normaux. Ils ont un petit bloc, puis ils utilisent ce terme-là, cash for keys. Oui, parce que c'est rendu comme le c'est terme. Rendu normal. Cash for keys, tu sais, c'est comme. Je pense que c'est un terme qui est cool. Même les avocats. Ouais. La régie de logement, il va dire prends le cash, donne-lui du cash for keys. Oui, mais c'est comme. C'est ça, c'est un peu. En tout cas, je trouve le terme un peu particulier pareil. Là, tu sais, c'est comme. On essaie d'avoir une entente propriétaire-locataire. C'est américain, ça. Oui, c'est ça. Fait que là, en tout cas, le monde a amené ça. Mais bref, ce fameux concept-là, souvent le monde dit c'est shady, le monde il donne de l'argent pour avoir les clés. Dans bien des cas, c'est parce que souvent, on le voit dans des immeubles où les gens aimeraient faire une reprise de possession. Dans bien des cas, on se rend compte que finalement, c'est une opportunité pour le locataire parce qu'il pensait déjà peut-être quitter, puis finalement, il y a un montant d'argent de compensation pour quitter, puis il se dit, c'est quoi, c'est juste le petit coup de pied dans le derrière que j'avais besoin. Ou de toute façon, avoir une reprise de logement quand ça va être vendu. Ou ultimement, si le nouveau propriétaire fait une reprise de possession, il n'y aura peut-être pas une aussi bonne compensation pour partir. Mais, c'est un dossier actuellement, c'est que mon vendeur a négocié un cash for keys, mais même pas ça. C'est que lorsqu'il a décidé de mettre en vente, il a appelé le locataire. Il dit, écoute, je pense mettre en vente. Il dit, serais-tu intéressé à partir? Le locataire a dit, pas de problème, je vais partir. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais t'organiser ça. Il dit, tu veux que je parte quand, comment, tu me le dis, puis on va aller ailleurs. Fait que mon client signe une entente avec lui. Parfait, il dit, moi, je mets en vente. Fait que, tu sais, 60 jours avant, tu sais, je t'avise, puis tu vas quitter, puis je te paye, je me souviens pas c'était quoi, mettons, je te donne 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer. Tout va bien, fait que finalement, il y avait 2 bails au dossier. Il y avait un bail où la conjointe n'était pas dessus, puis finalement, il y avait un bail que sa femme était dessus. Mais c'est tout notre propriétaire qui a géré la reprise de possession, fait qu'on n'est pas trop au courant, mais on est au courant que tout va bien, puis le locataire s'en va, puis... Fait que finalement, une couple de jours du notaire, le locataire l'appelle, il dit, il dit, on a un petit oubli dans le dossier. Il dit, j'ai oublié de faire signer ma femme. Ma femme m'a pas signé l'entente. Fait qu'il dit, il faudrait peut-être 10 000 pour partir. Puis je sais plus, 1550. Fait que tu comprendras que
mon client capotait parce qu'il dit, écoute, j'ai une entente de bonne foi avec mon locataire. Il dit, c'est un nouvel arrivant que j'ai accepté dans mon immeuble. Puis même s'il n'y avait pas d'historique de crédit, puis il n'y avait pas d'historique avec des propriétaires, j'ai donné un coup de main. Puis on s'entend à l'amiable pour qu'il parte. Puis là, il vient m'extorquer de 10 000 2-3 jours avant le notaire. Il dit, ben je pars, mais finalement, ça coûte 10 000. Fait que, il y a une façon de faire les choses quand tu fais du cash for keys, puis une façon de bien faire les choses, puis de te padder, puis de t'assurer que c'est bien fait. Mais moi, ça me fâche toujours quand je vois ça parce que. Et puis j'avais fait une vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je sortais du TAL il y a peut-être 2 ans. Moi, je pense honnêtement, puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais moi, là, je suis propriétaire d'un immeuble. Puis honnêtement, il n'y a pas grand monde qui se met riche à tous les mois, propriétaire d'immeuble. Tu ne mets pas d'argent dans tes poches. Tu investis, tu rénoves, tu mets ça. Je pense que quand tu prends la décision d'accepter un locataire chez vous, moi, comment je le vois, puis là, il va me faire lancer des tomates, c'est que moi, je le vois comme un privilège un peu de dire hey, je vais accepter d'héberger cette personne-là dans mon immeuble selon des conditions que tout le monde est d'accord. Je m'attends à ce qu'il y ait un respect des lieux, puis je vais te respecter comme client. Mais quand que le locataire profite de la situation, moi, je trouve que c'est comme ça. Moi, ça me met le feu au cul. Là. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. 10 000 pour quitter alors qu'il allait quitter de toute façon, mais il savait qu'il prenait le client en otage. Tu sais. Ouais. C'est ça, le rôle de propriétaire. Ouais. Faut, malheureusement, tu peux pas défendre l'indéfendable. Tu subviens un besoin de la population, parce que s'il n'y avait pas de propriétaire, il n'y aurait pas de logement. Ben, c'est ça. Fait, mais automatiquement, s'il y a quelque chose qui offre, c'est le propriétaire le problème. Ben ouais. Fait qu'il faut que tu aies le dos large pour être propriétaire puis que tu acceptes. Mais il faut que tu mettes aussi tes règles. Moi, je suis très, très ferme avec mes locataires sur des affaires qui sont comme ça, c'est correct, ça, non. Ça. Mais on n'a pas trop de problèmes. Là. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est avec les anciens locataires, c'est des immeubles qu'on a achetés, qui étaient là, qui avaient des mauvaises habitudes. Qui contestaient des affaires, qui font ni queue ni tête. Fait que ça, il faut que tu deals avec. Puis ça, c'est le pire, je pense. Ouais, mais tu sais, il y a, mettons, dans les immeubles qu'on a, il y en a un ou deux qui... On sait qui. T'es tout le temps régi avec, là. Ça, que ce soit pour 1 piastre, 2 piastres, 5 piastres, c'est comme... Ben, puis ça devient à un moment donné, mais ça fait pas... Mais ceci étant dit, c'est que si vous avez l'intention de... J'ai écrit un blog par rapport à ça cette semaine. Si vous avez l'intention, vous pouvez aller sur le site web, le lire. Si tu as l'intention de faire une reprise de logement contre compensation, un cash for keys, fais-le correctement, fais-le de la bonne façon, prends des modalités pour te protéger aussi, pour pas que tu aies en tourloupette toute surprise à la fin, parce que ça devient extrêmement coûteux. Puis non seulement ça, c'est que ça met en péril ta transaction au complet. Oui, fait que c'est une affaire assez... Écoute, c'était tellement rendu avancé que je suis allé rencontrer le locataire. Tu sais, on sort de notre mandat, je suis allé rencontrer le locataire pour lui faire comprendre comment ça marchait un cash for keys au Québec pour qu'il comprenne que... Mais lui, il a entendu cash for keys. Oui, lui, il a retenu la notion argent, puis là, fait que lui, quand il a vu ça, là, en tout cas, il est tiré à la sauce. Il est tiré à la sauce, c'est ça. Écoutez, des fois, j'aime ça faire des émissions en vrac, c'est un paquet de sujets comme ça. Ça peut avoir l'air d'être à gauche, à droite, mais il y a des fois qu'on a plein d'affaires qu'on vit, puis j'aime ça partager avec vous. Puis honnêtement, j'aime ça juste catch up avec David. On parle de différentes choses comme ça. Fait que c'est des sujets que vous voulez aborder dans l'immobilier. N'hésitez pas à me les commenter dans les vidéos. Ça me fait plaisir de les adresser, d'en parler avec vous. Alors, c'est un peu ça. Fait que cette semaine, à retenir, c'était l'immobilier, c'est un excellent investissement, mais des fois, Taylor Swift est encore un meilleur investissement que l'immobilier. Fait que... Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu es dans l'immobilier, tu as les yeux sur l'immobilier. Tu sais, c'est quoi le problème? Mais souvent, il y a des choses à l'extérieur de ça, tu sais. Puis ça serait intéressant. Attends un peu, mes cubes de verre. Tu sais mes cubes de verre? Ben oui. Que je les appelle à tous les jours pour ça. T'es-tu sérieux? Oui. À tous les jours. Tous les jours, une petite caisse, des petites quantités. 6, 12 blocs de verre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un shooting photo. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu mets ma table de salon. T'as payé combien? Ton cost? Mon cost, c'était à 5$. Je les revends à 10$. Je les livre. S'ils me demandent, je peux les livrer. C'est pas trop loin. Grand Montréal, je peux vous livrer des cubes de verre. T'as-tu fait un Black Friday là-dessus? Non, aucun discount. T'es pas sérieux? Non, c'est encore dans la boîte, man. Je peux pas faire de discount là-dessus, là. Ouais, mais le monde, j'ai vu un commentaire cette semaine, il dit « Ah, si tu fais là avec tes blocs de verre, c'est facile à trouver, David, ça. » tu veux-tu rire? Un de mes clients est venu au bureau cette semaine. Régent Latreille. Régent, c'est un gars que je connais. J'ai loué à l'époque un local commercial pour lui.
Puis il a commenté ces vidéos-là, il a vu ces vidéos-là, puis il riait du monde, parce que du monde disait « Hey, je me vanterais pas d'avoir acheté ça en Chine. » Puis je voyais un gars qui commentait tout le temps, puis qui envoyait chier tout le monde, puis c'était lui. Puis il disait « Ben, où c'est que tu penses que le monde les prenne, les blocs de verre? Tu penses qu'ils viennent, ils viennent qui ont été faits à Montréal, toi, organiquement. Ça vient tout de la même place. » Fait qu'on se fait tellement rouler dans la farine avec un paquet de produits au Québec, c'est épouvantable. Fait que les blocs de verre, puis il y en a un qui m'a dit « Ah, ben mon père était dans le verre toute sa vie, il faudra voir, ça va tenir dans le temps. » La qualité. Son ISO 9000, je sais pas quoi, les cubes de verre sont installés, puis ils font bien à job. Puis le gars, l'installateur, il a vu ma vidéo, puis il installait mes cubes de verre. Et j'ai vu ta vidéo, j'étais content de les réinstaller ça pour toi. Puis il dit « Ils sont vraiment beaux, les cubes de verre, ils sont tous pareils. » Puis il m'a tout grimpé ça bien droite. Ah ouais. Ben oui. Le monde a peur d'avoir peur. Fait qu'il dit non, achète ça. Puis tu sais, Amazon, c'est tous des produits chinois. Tout le monde achète là, puis c'est comme d'un coup. Tu n'avais pas parlé que tu achètes des produits chinois. Tout vient de là-bas, tu sais, à peu près. Tu as bien acheté local, des blocs de verre local. Ben oui, mais toi, comment est-ce qu'ils vont coûter? C'est ça. Fait que non, les cubes de verre, ça a été un autre très bon achat. Puis le monde vient m'acheter ça organiquement, petite quantité sur Marketplace. Ah ouais. Fait que je l'ai livré sur le plateau encore hier à un artiste qui m'a acheté ça. As-tu une quantité minimum que tu livres? C'est 6, une boîte. 6. C'est une boîte c'est 60$ la boîte. Fait pas de frais de livraison. Hier, écoute, le gars, je chercher ma fille à l'école, j'ai dit, écoute, moi, je livre pas une boîte, là. Fait que finalement, je dis, je vais te la livrer, fait que je te l'ai portée. C'est un bon gars. Il y en a un autre qui est venu chercher au bureau. Puis je me fais des contacts, là, le monde me parle, puis je leur explique ça, comment ça coûte. Et je le sais, ça coûte cher. J'ai regardé les compagnies, il coûte 20$ le bloc, t'es vendu à moitié prix. Fantastique, tu sais. Fait que, ouais, c'est pas mal. Fait que voilà. Fait que, écoute, je pense que ça clôt pas mal pour cette émission-là cette semaine. J'avais. Ah oui, dernière affaire. Petit conseil à mes collègues. Il s'est arrivé 2 fois cette semaine. Je fais une demande de visite. Puis, tu fais la demande de visite, tu vois la photo du courtier, là. Fait que, la courtier, je me dis, tu as peut-être 25 ans, tu sais, belle photo. Belle fille, là, tu sais. J'arrive à la visite, là. Tabarnouche. Tu l'as pas reconnu? Pas reconnu. Là, je me suis dit, là, qu'elle change la photo, peut-être, tu sais. Je sais pas. Il y a une loi à cette heure. C'est ça, ouais. C'est pas plus que 5 ans, les photos. Puis, rien. C'est juste que c'est le fun que le monde te reconnaisse. Moi, ce que j'aime des photos, sur la rue, le monde me reconnaisse. Parce que tu reconnais même tu vas dans une business, puis là, c'est toi le courtier immobilier. Ouais. Tu te reconnais sur tes photos. Tu te reconnais sur la photo. Puis on s'entend que si tu as Photoshop trop, mais t'es pas à jour aussi. Mais t'es là à jour. T'es-tu compté que. Un peu, j'ai pas fini. T'es pas fini. OK, moi, te compter l'histoire. Cette fois-là, la fille, je dis, tabarnouche, elle serait due pour une belle photo, tout simplement. Après ça, je m'envoie chez le notaire, même affaire. J'arrive chez le notaire, mais je suis en retard. Tu sais, fait que l'acte de vente est commencé. Fait que j'arrive, mon client est là, puis là, je regarde en avant. Puis la fille, je ne l'avais pas vue dans la transaction, parce que dans le cadre de la transaction, parce que ça s'est tout passé virtuel. Là. Écoute, j'ai été obligé d'aller sur mon courriel voir. Mais c'est pas elle, ça. Mais finalement, c'était elle. Mais je me suis dit, crime, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, de 2 en 2, je me dis, à un moment donné, il faut que les gens mettent à jour leur photo, parce que c'est un élément. Je veux dire, si tu vois une photo de quelqu'un, tu vas pouvoir la reconnaître quand tu vas la rencontrer sur un mandat, ou bien les clients vont te reconnaître dans la rue, Chris. Mais je t'ai pas conté la meilleure. T'as-tu conté l'histoire de Guillaume, notre frère? Non. Il m'a raconté l'histoire de la vente de sa maison à Sainte-Foy. Guillaume était un personnage en soi, puis je l'aime beaucoup, là. On l'aime beaucoup. Fait qu'il voit une pancarte sur la rue, puis une jeune fille sur la pancarte, puis il dit, je vais appeler elle pour vendre ma maison, tu sais. Il l'appelle, fait que ding-dong à la porte, il ouvre la porte. Ah, vous êtes sa mère? Non. Ben, il dit pas vous, c'est pancartes. Elle dit oui. Ben non, il dit pas vous, c'est pancartes. Guillaume est pas ça gêné. Ça passe pas, ouais. Ouais, il dit ça marchera pas, fait que. Non. T'as capé ce mandat-là. T'es pas sérieux. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas à cause qu'elle était belle ou pas belle, c'est parce qu'il voulait quelqu'un de jeune puis dynamique. Puis là, t'as la madame d'un certain âge qui se présente là, qui est pas pantoute. C'est pas pantoute ce qu'il y avait sur la photo. Ce qu'elle transpire sur la photo. Ouais, puis le point, là, en passant, le point, c'est pas une question là, de. T'es belle, t'es pas belle, c'est comme. Ou t'es-tu beau, t'es pas beau. C'est comme si tu commandes quelque chose sur Amazon. Ma femme a commandé un bloc-notes sur Amazon. Un bloc-notes. Chris, elle a reçu un enveloppe, puis il est gros de même. Sans farce. Elle capote. Elle dit, ouais, je commande pas un bloc-notes, un cahier de notes. Elle dit, voyons, c'est pas ça que j'ai commandé, retourne-moi ça.
Ben, c'est parce que tu t'attends à avoir quelqu'un qui a un peu de prestance devant toi, qui va te représenter. Fait que là, c'est justement, tu veux que le monde la reconnaisse, puis la connaisse, cette personne-là. Fait que, ouais. Puis moi, ça m'arrive souvent, je te connais, toi, tu sais, parce qu'ils nous reconnaissent d'Internet, de la pancarte, de ci, de ça. Journal de la presse, tu sais, fait que, tu sais, Isabelle, fait que, tu sais, je suis... mais en même temps, que je me dis, si, à Manif, je comprends que, moi, ce que je pense, c'est que, écoute, t'as ce que t'as, là, dans le sens que le monde, même si tu te mets plus beau, plus belle, c'est ta photo, puis t'es bien photoshopé, le monde va te voir toujours bien, puis ils vont te dire, ben, finalement... De toute façon, c'est pas l'affaire qu'il y a, c'est pas l'affaire numéro 1 d'être beau ou pas beau, ben non, belle ou ça. pas belle, on s'en fout un peu, ils veulent juste que tu sois fidèle à ce que t'es. Ben c'est ça. C'est ça le problème, c'est le disconnect est là. C'est pas tant que tu sois belle ou pas belle, c'est que la personne que je m'attendais à voir, c'est pas elle. Fait qu'il y a comme... Ben voyons, c'est comme si là... Moi, je trouve ça dérangeant. Ben, elle sait que j'étais perturbé au notaire. J'ai-tu la bonne personne? J'ai-tu une représentante de l'équipe qui est là? Là, je suis comme... Ah non, finalement, c'est un courtier, tu sais. Fait que... Ouais. Fait que bref, les photos, mettez-la à jour. Ben, Ayez fiers de arrêtez de passer pour d'autres choses que vous êtes exactement. pas. Moi, je suis pas le monde qui s'assume. Écoute, il me manque des cheveux. Je suis rendu à 46 ans. Je suis bien à l'aise avec ça. Je ne vais pas me faire planter des cheveux. Je n'ai pas le goût de changer, là. Moi, it is what it is. Je pense que vieillir, c'est une belle affaire dans la vie, puis il faut le faire avec grâce. Mais si tu te caches derrière des filtres pour un paquet d'affaires, le monde n'aura pas le goût de connecter avec toi anyway. Parce que si tu fais ça, c'est que tu t'assumes pas comme personne, ou bien que tu n'avais pas l'argent de mettre à jour ta photo, puis c'est encore pire. Ouais. Fait que c'est aussi simple que ça. Bref, c'est ça. C'était l'histoire des photos cette semaine. Ben, 2 en 2. Il faut que je parle. La prochaine émission, on va parler aussi de la cause efficiente de la vente, OK? Ouais. Il faut qu'on parle de ça, parce que ça arrive très souvent ces temps-ci. Puis les clients ne savent pas c'est quoi, puis les courtiers ne savent pas c'est quoi. Oui, exactement. On va parler de ça dans une des prochaines émissions. Merci tout le monde. N'hésitez pas à commenter, partager. On aime ça. On aime ça être là avec vous autres. Puis on vous réserve plein de belles autres émissions en 2025. Merci d'être là. Merci tout le monde. Bye. Bye.